Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie destinée aux troisièmes. Nous allons parler aujourd'hui des contrastes de l'Union européenne. Tout d'abord, un petit point sur les mots de l'énoncé. L'Union européenne, c'est cette organisation politique depuis le traité de Maastricht et économique composée de 27 pays d'Europe. Un contraste, c'est une opposition, une différence. Les territoires de l'Union européenne présentent différents types de contrastes. On peut tout d'abord parler des contrastes politiques. Même si tous les pays de l'Union européenne doivent être des démocraties, leur organisation politique est différente. Il existe des républiques, des monarchies, il existe des régimes semi-présidentiels comme la France, où le président de la République a un pouvoir important, et des régimes parlementaires où l'essentiel du pouvoir appartient aux députés. On peut ensuite parler des contrastes culturels avec les différences linguistiques, religieuses et toutes les traditions, le mode de vie qui diffèrent d'un territoire à un autre. Au niveau démographique, il y a des contrastes entre des régions très peuplées et des régions beaucoup moins peuplées. Certains pays, comme l'Allemagne et l'Italie particulièrement, font face à un vieillissement important de leur population, tandis que d'autres, comme l'Irlande ou le Luxembourg, connaissent une croissance démographique due à un accroissement naturel, mais surtout à un solde migratoire positif. Il y a également des contrastes au niveau social, avec des taux de chômage très différents d'un pays à l'autre et surtout des niveaux de protection sociale, de salaire très différents. L'accès aux soins de santé également peut différer d'un endroit. Et pour finir, il y a bien sûr des contrastes économiques qui sont ceux dont nous allons le plus parler dans cette leçon, c'est-à-dire s'opposent des régions qui produisent énormément, des régions riches au niveau économique, comme par exemple l'Allemagne qui est connue pour son industrie performante, tandis que des pays comme la Grèce ou le Portugal ont été confrontés à des difficultés économiques et financières importantes avec un fort endettement. Donc de gros contrastes au niveau économique. Pour commencer, je vous affiche cette carte avec entre les pointillés rouges la fameuse mégalopole européenne qui concentre l'essentiel des richesses, qui est une zone très urbanisée. Ensuite, en jaune, ces régions bien intégrées dans l'Union européenne. Puis, en jaune clair, l'Europe méditerranéenne avec des problèmes spécifiques. En vert, ce sont les zones très peu peuplées qui correspondent à ces zones proches du cercle polaire où la densité est vraiment très faible. Et en rose, les pays de la partie est de l'Union européenne qui ont aussi leurs problématiques spécifiques puisqu'ils ont été longtemps sous domination communiste pendant la guerre froide et qui aujourd'hui sont encore des régions un peu plus pauvres. Nous allons voir chacune de ces régions un peu plus en détail. Donc tout d'abord la mégalopole européenne qui est cette vaste région très peuplée et urbanisée le long de l'axe de Milan à Rotterdam. Elle concentre plusieurs métropoles très bien reliées les unes aux autres par des infrastructures de transport performantes. On peut remarquer que toutes les institutions européennes se trouvent dans cette zone. Bruxelles, avec la Commission européenne, Luxembourg, la Cour de justice européenne, Strasbourg, le Parlement, et Francfort, la Banque centrale européenne. C'est donc une région riche, bien desservie et attractive. Comme les autres mégalopoles, que ce soit la japonaise ou l'américaine, la mégalopole européenne a une influence importante dans l'économie mondialisée. Passons à présent à l'Europe méditerranéenne. Dans cette appellation, je considère le sud de l'Italie, une grande partie de l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Alors, ces régions ont connu des difficultés économiques importantes et particulièrement un fort endettement. Leur population est souvent vieillissante, particulièrement en Espagne et en Italie, et elles sont confrontées à une forte immigration clandestine du fait de leur localisation.
Ensuite, les pays de la partie Est de l'Union européenne étaient d'anciens pays du bloc communiste pendant la guerre froide. Ils ont une croissance économique rapide depuis leur adhésion à l'Union européenne, mais leurs niveaux de vie sont encore moins élevés que dans la partie occidentale. Aussi, on peut signaler un déclin démographique assez important et un vieillissement de la population. Et celui-ci est dû surtout à l'émigration des jeunes qui vont chercher justement de meilleurs salaires dans la partie occidentale de l'Europe. Pour finir, les Outre-mer. Alors, les Outre-mer reconnus comme régions ultra-périphériques de l'Union européenne, les RUP, il s'agit des Drom français, des Canaries espagnols, des Açores et de Madère qui appartiennent au Portugal. Il y a d'autres pays qui ont des outre-mer comme les Pays-Bas, mais ceux-ci ne font pas partie des RUP. De même, les COM françaises comme la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon ont des statuts à part et ne font pas partie des régions ultra-périphériques. Donc ces outre-mer se caractérisent par des fragilités au niveau économique et social, comme on a vu dans le chapitre de géographie précédent, et par une forte croissance démographique due à un important accroissement naturel et à un solde migratoire positif. Alors, pour vraiment avoir conscience des inégalités de richesse entre, par exemple, un habitant de Mayotte et un habitant du Luxembourg, j'ai pris vraiment le plus bas, le plus haut. On voit qu'en 2019, le revenu annuel moyen par habitant est d'environ 8 000 € à Mayotte et 110 000 € au Luxembourg. Donc il y a vraiment des différences énormes. C'est important de comprendre cela pour comprendre la politique de cohésion. Pour les inégalités entre territoires, il ne faut pas oublier de parler des inégalités à l'intérieur de certains pays de l'Union européenne. Alors dans certains pays, il y a des grosses différences régionales. Par exemple, entre le nord de l'Italie et le sud. Le nord est beaucoup plus riche, beaucoup plus économiquement dynamique, alors que le sud est plus rural et plus pauvre. On retrouve cette même opposition, mais dans le sens inverse, entre le nord et le sud de la Roumanie. Là, c'est le sud qui est plus riche et le nord plus rural et plus pauvre. Et évidemment entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, puisque la partie Est de l'Allemagne était aussi sous contrôle communiste pendant la guerre froide, et il y a encore des différences au niveau économique et social importants entre l'Est et l'Ouest du pays. On peut signaler également des différences entre groupes sociaux, par exemple les quartiers défavorisés en France, ou les différences salariales entre hommes et femmes très importantes dans certains pays, notamment en Estonie. Aussi des différences entre villes et campagnes. Souvent, les villes concentrent les activités économiques, les infrastructures, l'emploi, alors que les campagnes sont beaucoup moins bien desservies. Ce contraste ville-campagne est très marqué en Grèce, par exemple. Après une présentation de ces différents contrastes, on va aborder la politique de cohésion territoriale de l'Union européenne, c'est-à-dire la politique qui vise à atténuer les contrastes économiques, sociaux et territoriaux entre les régions de l'Union européenne. Elle repose sur un principe de solidarité entre les États les mieux lotis aident les États les moins bien lotis, ceux qui ont des difficultés. Pour bien prendre conscience de l'importance de cette politique de cohésion au sein de l'Union européenne, il faut savoir par exemple qu'entre 2014 et 2020, plus du tiers du budget de l'Union européenne est consacré à la politique de cohésion, c'est-à-dire à la construction d'infrastructures, à soutenir des projets d'innovation, d'éducation ou créateurs d'emplois. L'objectif est la réduction des écarts de richesse par élévation des régions en difficulté. Évidemment, pour réduire ces écarts, on ne cherche pas à rabaisser les régions dynamiques où l'économie se porte très bien. On cherche au contraire à élever le niveau de vie des régions en difficulté.
Pour finir, voici le schéma des 5 nouvelles priorités d'investissement de la politique de cohésion de 2021 à 2027. On peut voir donc le FEDER, dont on a parlé, qui est donc le Fonds européen de développement régional, qui vise à promouvoir le développement équilibré des différentes régions en réduisant les disparités entre elles. Ensuite, il y a le FEADER qui soutient des projets dans le domaine agricole et le développement rural. Puis le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, donc pour ce domaine. Ensuite, le Fonds de cohésion qui, lui, est un fonds structurel de l'Union européenne qui vise spécialement à soutenir les États membres dont le revenu national par habitant est inférieur à 90% de la moyenne de l'Union européenne. Et enfin, le Fonds social européen qui, lui, finance des projets qui visent à lutter contre le chômage, à favoriser l'accès à l'emploi, à renforcer les compétences et les qualifications des travailleurs, bref, à promouvoir l'égalité des chances à l'intérieur de l'Union européenne, à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc il faut bien retenir que la politique de cohésion sociale est un volet important pour l'Union européenne. Elle vise à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales entre les différentes régions. Et une partie importante du budget de l'Union européenne est investie dans cette politique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre les contrastes de l'Union européenne et comment l'organisation met tout en œuvre pour les diminuer. Je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt.